Comment une machine fait, au juste, pour passer d'un simple amas de pixels à la reconnaissance d'un visage, ou d'une suite de mots à la compréhension d'une idée? Eh bien, la réponse se cache dans l'un des concepts les plus importants de l'IA moderne, les représentations hiérarchiques. En gros, c'est la méthode qu'utilise une machine pour construire du sens, couche après couche. Un peu comme notre cerveau finalement, mais avec des neurones en silicium. Allez, voici le plan pour aujourd'hui. On va commencer par le problème de base, les données brutes. Ensuite, on fera un petit voyage dans le temps pour voir d'où vient cette idée d'apprentissage par couche. On décortiquera le concept clé, l'échelle de l'abstraction, avant de voir des exemples bien concrets. Et on terminera bien sûr par les limites actuelles et ce que l'avenir nous réserve. C'est parti? Alors, commençons par le commencement, le défi fondamental. Avant même de rêver d'intelligence artificielle, il faut se poser une question simple mais essentielle. Comment une machine est-elle censée percevoir le monde à partir de données qui, à la base, n'ont aucun sens? Voilà la grande question. Pour nous, c'est instinctif. On voit un visage, on lit une phrase, et le sens nous saute aux yeux, instantanément. Mais pour une machine, croyez-moi, c'est une toute autre paire de manches. Et oui, il faut bien comprendre ça. Pour un ordinateur, une photo de chat n'est rien d'autre qu'une immense grille de chiffres représentant des couleurs. Un article de journal, juste une longue suite de codes de caractères. Tout le défi, c'est de réussir à extraire des concepts, des idées, du sens à partir de ce chaos numérique. Heureusement, pour s'attaquer à ce problème, les chercheurs ne sont pas partis de rien. L'idée de construire la compréhension étape par étape, couche par couche, est en fait une vieille idée qui est d'ailleurs directement inspirée de la biologie. Son histoire en informatique est vraiment fascinante. Tout a commencé, en quelque sorte, en 1959. Des chercheurs, Hubel et Wiesel, ont découvert que dans le cortex visuel des chats, des neurones très simples qui réagissent à des lignes ou des bords s'assemblent pour que d'autres neurones, plus complexes, puissent détecter des formes. L'informatique a mis du temps, mais a fini par suivre cette voie. En 1996, on a montré qu'on pouvait apprendre à un ordinateur à détecter ces fameux bords. Puis, en 2006, c'est l'explosion avec le Deep Learning qui a vraiment systématisé cette approche en couches. Et aujourd'hui, eh bien, tous les modèles les plus performants reposent sur ce principe. Ok, maintenant que le contexte historique est posé, on va plonger au cœur du réacteur. Comment ça marche concrètement, cette fameuse échelle de l'abstraction? Voilà la définition un peu formelle. Mais pour que ce soit plus clair, imaginez un jeu de construction, des Lego par exemple. On ne commence jamais par construire la voiture de course en entier. Non, on commence par assembler les toutes petites briques. Ces assemblages forment ensuite des pièces plus grosses, comme une roue, un aileron. Et c'est seulement à la fin qu'on assemble ces grosses pièces pour avoir le modèle final. C'est exactement ce processus-là. On part du plus simple pour aller vers le plus complexe. On peut vraiment visualiser ça comme une échelle. Tout en bas, le réseau de neurones ne voit que des pixels, puis il apprend à voir des lignes, des coins, des dégradés de couleurs. Un peu plus haut sur l'échelle, il commence à combiner tout ça pour reconnaître des textures, genre de la fourrure, ou des parties d'objets, comme un nez ou une oreille. Et tout en haut de l'échelle, il assemble ces parties et peut enfin dire « Ah, ça, c'est un chien !» Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut littéralement observer ce que chaque couche du réseau a appris. Cette citation d'un papier de recherche l'illustre parfaitement. On voit bien cette montée en complexité, on passe des simples coins à des textures, puis à des objets complets, et le système arrive même à les reconnaître sous différents angles. C'est puissant. Et ce schéma illustre parfaitement l'architecture qui permet tout ça. L'info brute, les pixels, arrivent par le bas. Et à chaque étage, à chaque nouvelle couche, l'information est transformée, filtrée, raffinée, pour devenir de plus en plus abstraite. Jusqu'à ce qu'au sommet, on ait une représentation de haut niveau, un concept comme chat ou voiture. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons un peu comment ces hiérarchies sont utilisées dans des applications bien réelles. Ce qui est assez incroyable, c'est à quel point cette approche est polyvalente. Le principe de base est le même, qu'il s'agisse d'apprendre à un système à reconnaître un visage, peu importe l'angle ou l'éclairage, ou qu'il s'agisse de classer un article de blog sur la musique de Mozart dans la bonne catégorie d'une arborescence complexe. C'est la même idée fondamentale qui est à l'œuvre. Et soyons clairs, si tout le monde utilise des modèles hiérarchiques aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que c'est une belle idée sur le papier. C'est tout simplement parce que ça marche. Et ça marche extrêmement bien. Les résultats sont là, ils sont mesurables, et c'est ça le nerf de la guerre. Allez, quelques exemples pour se rendre compte. En classification d'images, le fameux ResNet a montré que plus on ajoute de couches, donc plus la hiérarchie est profonde, plus le taux d'erreur diminue. En détection d'objets, un modèle comme ConvMAE atteint une meilleure précision, mais surtout en s'entraînant 4 fois moins longtemps. Et en segmentation d'images, où il faut classer chaque pixel, SegFormer est non seulement plus performant, mais il est aussi 5 fois plus léger. C'est cette efficacité qui fait toute la différence.
Et bien sûr, la recherche continue d'avancer à toute vitesse. On a des modèles comme IRA qui nous disent attention, parfois la simplicité, ça a du bon. Une architecture plus épurée, mais avec un énorme préentraînement, peut battre des modèles très complexes. D'autres, comme IRPrompt ou Rapta, adaptent ce principe hiérarchique à des domaines de plus en plus pointus, comme la classification de textes sans exemple, ou même l'optimisation de la conception de puces électroniques. Bon, malgré tous ces succès, il ne faut pas croire que tout est parfait. Cette approche a encore ses limites, ses défis, et elle suscite des débats assez animés dans la communauté scientifique. L'un des grands débats du moment, c'est comment on implémente ça, concrètement? Est-ce qu'il vaut mieux une approche locale, avec plein de petits modèles experts, chacun spécialisé sur une petite partie de la hiérarchie? C'est très précis, mais ça peut être très lourd à gérer. Ou alors une approche globale, avec un seul grand modèle qui gère tout. C'est plus efficace, mais on risque de perdre en finesse. C'est un vrai compromis à trouver. Et il y a d'autres défis, et pas des moindres. La cohérence, par exemple. Comment s'assurer qu'un modèle ne prédise pas caniche sans prédire chien? C'est un vrai casse-tête. Il y a aussi le problème des données, avec des catégories très spécifiques pour lesquelles on a très peu d'exemples. Et puis cette question, lancée par Hiera, est-ce que la course à la complexité est toujours la solution? Pas si sûr. Alors, si on devait prendre un peu de recul et résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête sur les représentations hiérarchiques? En gros, retenons 3 choses. Primo, c'est vraiment la stratégie de base de l'IA pour construire du sens à partir de données brutes. C'est fondamental. Secondo, cette idée inspirée du fonctionnement de notre cerveau est incroyablement puissante et s'applique à plein de domaines, de la vision au langage. Et tertio, le travail est loin d'être terminé. La recherche continue activement d'améliorer et d'affiner ses approches. Et je vais vous laisser avec une question pour la route, une question un peu plus philosophique. En perfectionnant ces modèles hiérarchiques, est-ce qu'on est en train de créer une machine qui comprend vraiment le monde ou est-ce qu'on a simplement fabriqué un système de reconnaissance de motifs, certes extraordinairement sophistiqué, mais rien de plus? Le débat reste ouvert. Merci beaucoup.